ce matin, on va parler de l'industrie du futur. Il faut savoir que par méconnaissance, l'industrie souffre d'un déficit d'intérêt et pourtant, loin des clichés ancrés dans l'imaginaire collectif, l'industrie d'aujourd'hui est en mutation, changement des modèles, des process, et on remet l'humain au centre de l'usine. Il y a des stratégies d'innovation. Aujourd'hui, l'industrie du futur recrute. La question, c'est vers quel secteur, quel métier et quelles sont les compétences demandées. Et pour parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Martine Assar, qui est responsable formation métiers compétences et en charge de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom et membre du groupe de travail de l'Alliance pour l'industrie du futur sur les sujets hommes et industrie du futur. On lui donne aujourd'hui la parole pour qu'elle nous éclaire sur tous ces sujets autour de l'industrie du futur, des carrières, des compétences. Et donc, voilà, bonjour Martine. Je vais juste Bonjour profiter, Marie. bonjour. Juste avant de commencer, je vais lancer un petit sondage pour savoir qui est là aujourd'hui à ce webinaire et qu'on sache un petit peu mieux à qui on s'adresse. Aujourd'hui, on a 53% d'étudiants et le reste qui est professionnel ou actif. Voilà. Martine, bonjour et je vous laisse la main pour cette présentation. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'industrie du futur qui recrute, même en pleine crise sanitaire. En effet, nos chefs d'entreprise savent bien que pendant les crises, il ne faut pas baisser les bras. Et investir pendant cette période, c'est aussi une stratégie pour mieux rebondir quand nous en sortirons, car l'industrie reste un secteur qui recrute. C'est pourquoi mes objectifs avec vous ce matin seront de vous faire comprendre ce qu'est l'industrie aujourd'hui, de vous libérer des clichés si vous en avez pour vous la rendre plus attractive et surtout pour vous donner envie de vous y orienter. Nous allons donc découvrir ou redécouvrir l'industrie, un tremplin des carrières. On arrive simplement à la question, l'industrie, c'est quoi? Parce qu'avant, effectivement, de pouvoir se positionner sur ce secteur, il faut quand même en connaître le périmètre. Alors, ce secteur est composé de deux secteurs. L'industrie manufacturière, c'est celle qui transforme des biens, qui répare et qui pourvoit à l'installation d'équipements. C'est le secteur le plus important qui regroupe notamment l'industrie alimentaire, l'habillement, le travail du bois, la métallurgie, l'industrie automobile ou encore la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. Il faut aussi y inclure, par exemple, l'industrie de la chimie, auquel appartient l'entreprise L'Oréal, qu'on n'associe pas forcément et toujours à cette industrie. Il y a l'industrie du luxe également. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Le second secteur, c'est l'industrie extractive, qui concerne donc l'extraction de produits minéraux tels que la houille et les minerais, l'extraction de produits liquides comme le pétrole et l'extraction de produits gazeux comme le gaz naturel. Mais l'industrie, c'est aussi tous les métiers de la conception, de la fabrication, de la vente de biens de consommation. Mais l'industrie véhicule toujours un certain nombre de clichés, de stéréotypes souvent négatifs qui sont liés donc à la pénibilité, à une image vieillissante d'usines sombres, sales et polluantes, et à des métiers en général peu attractifs. Bref, une image très 19e siècle qui renvoie plutôt à Germinal et au temps moderne de Charlie Chaplin. La réalité d'aujourd'hui du monde de l'industrie est bien différente de cette image et le concept d'industrie du futur bouscule ces clichés. En effet, et nous le verrons un petit peu plus loin dans cette présentation, les usines aujourd'hui sont modernes, propres et lumineuses et on ne le dira jamais assez, ouvertes aux femmes et à tous les niveaux de qualification, avec une préoccupation environnementale bien présente et intégrée dès la conception des produits et tout au long du cycle de vie de ces produits. Alors, je vous donne à voir toute une série de chiffres pour vous montrer le dynamisme de ce secteur qui porte la force de notre économie.
Je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'eux, mais ce qu'il faut retenir, ce sont les 100 000 recrutements par an en moyenne, car ces dernières années, ce chiffre a parfois été dépassé. Et c'est aussi dans l'industrie que les rémunérations sont les plus élevées. En moyenne, elles sont, comme vous le voyez, de 13% supérieures aux autres secteurs. L'industrie, avec ses 3,1 millions d'emplois, reste le principal moteur de l'économie française. Et malgré la crise sanitaire, les industriels restent confiants et pensent à 49% que la Covid va même booster le mouvement de transformation digitale déjà en œuvre depuis quelques années et qui, en s'intensifiant, permettra aux entreprises d'être plus compétitives et résilientes. Enfin, la crise n'empêche pas les industriels de penser à demain, donc d'investir pour être prêts à redémarrer en pleine puissance et sans entrave, puisque dans une grande proportion, ils prévoient d'investir dans des nouvelles technologies pour relancer ou maintenir leur compétitivité. Ainsi, la pandémie a mis à mal certains secteurs de l'industrie, comme l'aéronautique. D'autres secteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme le secteur de la santé, et on pense aux laboratoires. On y pense moins, mais le secteur de l'emballage bois, c'est le secteur qui rassemble notamment tous les fabricants de palettes et d'emballages industriels, a connu également une hausse très significative de son activité. Et dans le fait de pouvoir résister à une crise, il y a aussi en œuvre cette faculté de pouvoir reconvertir parfois son outil de production vers une autre activité. Ainsi, on l'a vu l'année dernière, une entreprise qui fabriquait des bérets et qui, en très peu de temps, finalement, s'est mis à produire des masques. Et de la même manière, on a vu aussi l'entreprise Louis Vuitton qui a transformé sa chaîne de production de parfums en chaîne de production de gel hydroalcoolique. La capacité donc de se transformer et de s'adapter face aux changements de tous ordres est un facteur clé de la productivité, de la compétitivité et de la capacité d'innovation des entreprises. C'est pourquoi on peut dire que la transformation est véritablement dans l'ADN de l'industrie. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec cette illustration qui présente les 4 révolutions industrielles, où l'industrie, depuis son origine, se transforme chaque fois en intégrant les nouvelles technologies du moment, comme la machine à vapeur, l'électricité, le pétrole, l'informatique et enfin toutes les innovations liées à l'Internet, l'Internet des objets et aux technologies numériques qui touchent absolument tous les pans de notre vie. Et je crois qu'il y a, Marie, une petite question Oui, qui va effectivement, intervenir. avant d'aller plus avant dans la notion de concept d'industrie du futur, qui est la partie qui suit, on aurait aimé avoir votre ressenti sur, pour vous, c'est quoi l'industrie du futur? On a pour 89% la 4e révolution industrielle très liée à la connectivité. Donc, c'est vraiment une réponse qui se démarque des autres. C'est normal, effectivement. Voilà. Et on passe à l'industrie du futur, donc toutes ces technologies qui transforment l'industrie. C'est d'ailleurs à cet effet qu'on utilise l'expression d'industrie du futur pour désigner la mutation qui a été opérée par ce secteur. Mais de quoi parle-t-on finalement quand on emploie cette expression? Alors en quelques mots, je vais juste vous recontextualiser l'émergence de ce concept en France. Il répond avant toute chose à un impératif de modernisation de notre appareil productif. En effet, il faut se souvenir qu'au début des années 2000, la situation n'était pas très rose en France, avec de nombreux plans sociaux et un phénomène de délocalisation important. Ce mouvement de désindustrialisation avait en fait démarré bien plus tôt, dès les années 70, où on avait même planifié la fin de certaines industries dans l'idée que notre richesse ne proviendrait plus que des services.
Mais en 2011, à l'occasion de la foire de Hanovre, qui est la plus grande vitrine de la technologie industrielle au monde, nos voisins et amis allemands ont lancé le concept d'industrie 4.0 en référence donc à la quatrième révolution industrielle. C'était donc le top départ vers l'usine intelligente, ce qu'on appelle la Smart Factory. Dans la foulée, en 2012, un rapport, le Pacte pour la compétitivité de l'industrie française, pose le constat du retard de notre industrie face à ses consoeurs allemandes et italiennes, notamment en matière de robotisation. Donc, il faut savoir que donc en 2012, la France avait 5 fois moins de robots que les Allemands et 3 fois moins de robots que les Italiens. Alors, petite parenthèse, on ne les a pas encore rattrapés, mais les écarts se réduisent, donc nous sommes sur la bonne voie. Dans la foulée, en 2013, le programme de la Nouvelle-France industrielle prévoit que la robotique et l'usine du futur deviennent des plans stratégiques pour moderniser et numériser l'industrie avec des moyens d'intervention renforcés, une dimension européenne et internationale beaucoup plus forte et surtout avec des relais en région au niveau des acteurs de l'offre d'accompagnement aux entreprises. C'est aussi en 2015 qu'est créée l'Alliance Industrie du Futur qui accompagne les entreprises vers une industrie connectée, optimisée et créative. Et je crois qu'on a un nouveau sondage également à vous proposer. Oui, du coup, là, on vous pose la question de, pour vous, l'industrie du futur doit accorder une place importante à l'écologie, la place de l'humain, la recherche et l'innovation ou la recherche du profit. On a en première place l'écologie avec Ah, 42%, en deuxième la recherche et l'innovation à 35%, la place de l'humain vient à 20% en troisième position et ensuite la recherche du profit pour 3% des participants. alors on est complètement dans les tendances exprimées en ce moment, donc c'est parfait. Ok. Alors, ce qui nous amène donc au concept d'industrie du futur que l'on peut donc définir comme une nouvelle génération d'usines connectées, robotisées, intelligentes, compétitives et performantes qui cherchent donc à accroître leur capacité et leur flexibilité de production. Donc, comme vous le voyez également sur l'illustration, cela a plusieurs conséquences et vous verrez que ces conséquences ne sont pas que technologiques, puisqu'elle en a aussi au niveau organisationnel et au niveau humain. Bref, en résumé, on peut relever 4 piliers de l'industrie du futur. La modernisation des outils de production qui passe par l'intégration de nouvelles technologies, évidemment. C'est aussi une organisation industrielle qui va intégrer la gestion des flux de production, celle aussi de la supply chain, qui est la chaîne d'approvisionnement, l'amélioration continue, la qualité, etc. C'est aussi l'aspect environnemental, déjà mentionné, qui tend à mieux gérer les ressources et à prendre en compte l'analyse du cycle de vie. Et enfin, dernier pilier, c'est évidemment celui de l'innovation sociale et la qualité de vie au travail. Donc, c'est bien l'aspect humain. Cela va de la santé et de la sécurité donc, au travail à la formation et au développement des compétences. C'est donc bien, finalement, ce concept d'industrie du futur, une démarche globale. L'industrie du futur et l'industrie de demain, eh bien, elle se construit aujourd'hui et elle se caractérise par un ancrage dans les problématiques actuelles, comme l'intégration des nouvelles technologies. Pour vous en citer juste quelques-unes, vous avez effectivement la robotisation, vous avez l'automatisation, l'IoT, donc c'est l'Internet des objets, la fabrication additive ou impression 3D, l'IA, donc l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ce qui est capteur, la blockchain, le big data, etc.
mais c'est aussi une réflexion profonde sur la place de l'humain dans l'industrie, avec finalement quelle est la relation homme-machine. C'est aussi l'idée de l'humain augmenté par ces nouvelles technologies et qui serait en formation tout au long de la vie pour s'adapter à des évolutions technologiques constantes. C'est aussi évidemment une prise de conscience environnementale. En effet, l'efficacité énergétique et l'innovation durable sont devenues une réelle priorité de l'industrie, quel que soit le secteur. C'est pourquoi il faut absolument investir dans les technologies les plus prometteuses, comme par exemple les batteries innovantes, la thérapie cellulaire et génique, les piles à hydrogène et bien d'autres encore. Ce sera aussi moyen pour la France, avec ses partenaires européens, de pouvoir occuper une place sur la scène internationale entre les États-Unis et la Chine. Mais ce sera surtout près de 600 000 emplois directs et indirects qui pourraient être ainsi créés en France dans les 5 prochaines années. Alors, quelques illustrations concrètes pour mieux comprendre ce concept. Alors, l'industrie du futur, c'est aussi une industrie qui de plus en plus devient, en tout cas s'inscrit dans une logique servicielle. En effet, aujourd'hui, l'industrie, à travers ses entreprises, ne fait plus que produire des biens, mais elle vend aussi et de plus en plus des services liés à ces produits. Et c'est à ce titre que l'industrie du futur sera une industrie de services. Cela passera donc par une transformation servicielle du tissu productif français. En effet, on passe donc d'une logique de produit à une logique de service et donc la valeur ajoutée ne sera plus dans la production et la vente d'un produit, mais elle sera dans la vente d'un service. Alors, par exemple, vous n'achèterez plus une voiture, mais son usage par le partage ou la location, et cela favorisera en plus le développement de la mobilité urbaine et connectée. Mais l'industrie du futur, elle s'incarne d'abord dans les 92 entreprises labellisées vitrines de l'industrie du futur. Ce label est décerné par l'Alliance Industrie du futur, qui est d'abord synonyme d'engagement dans la démarche de transformation de l'industrie, et il est attribué aux entreprises ayant développé concrètement un projet novateur pour l'organisation de leur production via le numérique le plus souvent. À noter que l'AIF, donc l'Alliance Industrie du Futur, accompagne également les entreprises vers ce passage à l'industrie du futur avec un plan d'accompagnement prévu pour 10 000 PME françaises pour accélérer la montée en gamme, la modernisation, la numérisation de notre industrie. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site de l'AIF pour découvrir toutes ces vitrines et voir comment chacune d'elles a mis en œuvre sa transformation. C'est chaque fois une expérience particulière, propre et individuelle, et qui bien souvent associe tous les collaborateurs dans une démarche globale pour les embarquer dans cette transformation digitale. Et c'est d'ailleurs cet élément qui, en général, entraîne la réussite de ces projets. Alors souvent, quand on pense à la modernisation des usines, on pense que l'automatisation, la robotisation, eh bien, ça va tuer des emplois. Des études plus anciennes, assez alarmistes, le pensaient, avec des prévisions plutôt pessimistes. Mais force est de constater que les derniers rapports parus sur le sujet sont beaucoup moins critiques et il s'avère que dans bon nombre de cas, que l'automatisation et la robotisation eh bien, créent plus d'emplois qu'elles n'en détruisent, parce que simplement en augmentant la productivité, la compétitivité, eh bien, ça permet de conserver, voire même de développer l'activité des entreprises et par là même eh bien, de créer de nouveaux emplois.
ce qui nous conduit donc aux opportunités professionnelles que l'industrie offre aujourd'hui dans plusieurs de ces secteurs et métiers, et en misant bien sûr sur les compétences clés à acquérir. Alors, cette crise sanitaire a mis en évidence plusieurs choses importantes, comme le fait que la science et les technologies vont prendre de plus en plus de place dans nos vies, on le voit tous les jours, et en l'espèce, elle accélère les innovations et les transformations. Il n'y a qu'à penser finalement au délai de réalisation des vaccins donc proposés par les différents laboratoires pour contrer la Covid en moins d'un an, là où il fallait avant plusieurs années. On est donc bien dans une prouesse scientifique et technologique accomplie par des ingénieurs et des chercheurs. Et ce sont ces ingénieurs et ces chercheurs qui vont porter la charge de relever les différents défis qui nous attendent, comme la transition écologique et énergétique. Donc, même si nous connaissons actuellement un ralentissement des activités dans certains secteurs, le potentiel d'emploi pour les ingénieurs reste malgré tout très important. Donc, il y a plusieurs secteurs qui connaissent des transformations profondes avec de nouveaux besoins en recrutement, comme le secteur de la plasturgie, qui fabrique et transforme les matières plastiques. C'est un de ces secteurs en pleine mutation, avec des innovations vraiment remarquables, comme des plastiques à haute performance, qui résistent par exemple aux hautes températures, à l'usure, et surtout qui respectent l'environnement. Vous avez également l'électronique, qui est un secteur qui est aussi en pleine transformation, la métallurgie, avec des matériaux à haute performance et des procédés d'élaboration très innovants, le big data, évidemment, car tout le monde crée de la donnée et tous les secteurs utilisent ces données avec un challenge toujours plus important qui est celui de traiter des quantités toujours plus grandes de données, plus vite et à moindre coût. C'est pourquoi la gestion et l'analyse des données est un domaine en pleine effervescence avec de grands besoins. Le BTP, bâtiment travaux publics, avec notamment l'innovation du BIM, qu'on pourrait traduire par la modélisation des informations d'un bâtiment, en général représenté par des maquettes numériques d'un ouvrage avec son architecture, ses canalisations, différents plans et vues, qui va permettre en fait un travail plus collaboratif avec finalement toutes les parties prenantes à un projet pour optimiser par exemple la construction d'un édifice. Autre secteur, c'est celui de l'énergie qui va de plus en plus prendre de l'importance et qui, dans une logique de développement durable, a besoin de nombreux ingénieurs, notamment en recherche et développement et dans les bureaux d'études. Il y a aussi la fonction maintenance qui, elle, est transverse à plusieurs filières industrielles et est également, et depuis plusieurs années, en grande tension, alors même qu'elle se transforme considérablement. On parle même à son sujet de maintenance 4.0 avec la possibilité, par exemple, grâce à un casque de réalité virtuelle, de pouvoir réaliser des interventions avec des instructions de travail qui s'affichent sur le casque. Avec aussi la maintenance préventive qui permet, en évitant les pannes inopinées, d'optimiser finalement les capacités de production d'une usine en continu. Autre fonction transverse, c'est celle de la logistique, de la supply chain, qui doit faire face au changement de tous nos modes de consommation que cette période a finalement bien mis en lumière. Ainsi, le rapprochement logistique, qui implique une livraison de plus en plus rapide, oblige aussi les industriels à rapprocher les centres logistiques dans les villes. Il y a aussi la production, fonction aussi transverse
à plusieurs secteurs industriels et qui est soumise depuis plusieurs années à l'évolution des attentes des consommateurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il faut être capable de fabriquer en petite quantité des produits qui soient de plus en plus personnalisés et cela avec une grande réactivité. On le voit, le numérique, là aussi, impacte toutes les étapes de la production industrielle. Pour compléter, il apparaît également dans notre dernier baromètre de l'évolution des métiers de l'industrie que l'Institut Mines Télécom produit chaque année et dont le dernier va sortir très prochainement, que la conception et la recherche et développement arrivent en tête à 49% dans les besoins de recrutement, suivi de près par la production à 47%, la maintenance à 31%, la supply chain à hauteur de 27%, à égalité d'ailleurs avec les études et le développement électronique et des communications, etc. Ce qui confirme les informations que je vous donnais précédemment. Et vous pouvez d'ailleurs avoir accès à l'ensemble et aux détails de ce baromètre sur le site de l'IMT courant de ce mois de février. Alors, on va à présent faire un focus sur les métiers en tension. Alors déjà, il faut savoir qu'il manque chaque année, en moyenne, en France, 10 000 ingénieurs, ce qui est quand même considérable, alors même que nous en formons déjà 36 000. Alors le nous renvoie aux pratiquement 220 écoles d'ingénieurs françaises. Ce chiffre est à mettre quand même en perspective avec les 1 500 000 ingénieurs qui sont formés chaque année par la Chine et l'Inde. Alors, néanmoins, nos ingénieurs sont et restent très appréciés, et cela quelles que soient les écoles qui les forment. C'est ce qu'établit chaque année la CGE, la Conférence des grandes écoles, dans son enquête insertion des jeunes diplômés. Alors, cette enquête insertion a mis en évidence en 2020 que 67,5% des ingénieurs avaient été recrutés avant même d'être diplômés. Et ce taux montait même jusqu'à 86%, jusqu'à 2 mois après leur diplomation. Vous voyez qu'effectivement, voilà, les ingénieurs sont très recherchés et voilà, les perspectives d'emploi restent toujours excellentes. Avant la crise sanitaire, donc pas mal de secteurs dans l'industrie connaissaient des métiers en tension. Et la crise que nous traversons n'a fait finalement qu'accentuer ces métiers critiques. Je vous ai recensé donc juste quelques métiers qui ressortent particulièrement et en ce moment. La liste, là non plus, n'est pas exhaustive, mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que l'industrie a besoin d'ingénieurs pour développer la croissance des entreprises, pour leur permettre de développer de nouveaux produits et de nouveaux procédés. C'est cette capacité à innover qui finalement permet d'inscrire les entreprises dans la durée et dans la pérennité de leurs activités. Et dans l'esprit aussi d'assurer finalement notre bien-être collectif. Donc voici juste quelques exemples. Et pour la plupart de ces métiers, ils peuvent s'exercer dans plusieurs secteurs de l'industrie. Alors, vous avez les ingénieurs et les cadres d'études, recherche et développement en informatique. Vous avez les chefs de projet informatique pour l'industrie, les ingénieurs et cadres de fabrication et de la production, les ingénieurs des méthodes de production et du contrôle qualité, des ingénieurs en cybersécurité, des responsables bureaux d'études fibre optique, des responsables de maintenance, des data scientists, des data analysts, etc. Pour étayer cette liste, et si je me réfère là encore à notre baromètre précédemment cité, dans les spécialités recherchées par les entreprises,
arrivent en tête à 47% les systèmes d'information, l'ingénierie, l'intégration et les déploiements système, le génie logiciel à 39%. L'IA et les systèmes embarqués pour 37%, le big data pour 35% et la sécurité à 31%. Là aussi, pour tout le détail des spécialités recherchées, je vous invite à consulter notre baromètre dès sa prochaine parution. Et je ne vous ai pas là non plus énuméré tous les métiers émergents qui sont, eux, liés au développement durable et qui vont rapidement s'imposer dans tous les secteurs. Pour certains de ces métiers que j'ai évoqués dans ma petite liste, je vous invite à les découvrir dans le détail de leurs activités et de leurs voies d'accès et des compétences requises sur le site Osons l'industrie du futur. Et surtout, j'en profite pour préciser que tous ces métiers sont complètement ouverts aux femmes, on ne le dira jamais assez. Les entreprises vous attendent, mesdemoiselles, pour apporter votre regard, votre approche et faire que demain, les produits et les autres innovations qui seront utilisées auront aussi été conçus, pensés par des femmes pour que des consommateurs et des consommatrices. Il faut que vous soyez également au cœur des innovations. Et pour que les choses évoluent, c'est clair qu'il faut aussi le courage de s'engager et l'industrie peut être, pour les ingénieurs femmes et hommes, un excellent terrain pour exprimer vos engagements et trouver du sens à votre travail. Et sur ce, on arrive à une petite question de sondage. Oui, tout à fait. Alors, la question, pour s'épanouir dans l'industrie, selon vous, quels éléments doivent être présents chez chaque candidat? On a l'étroit à 68%, Très ensuite on bien. a la passion à 15%, la curiosité à 14% et le sens à 3%. Alors, je confirme qu'effectivement, dans mon ressenti personnel, les métiers de l'industrie sont d'abord des métiers de passion. Ça, c'est voilà, cette petite flamme qu'on retrouve vraiment partout. Alors, on arrive aux compétences indispensables, en tout cas celles qui sont particulièrement recherchées actuellement. Alors, comme on l'a vu, cette révolution digitale implique donc des changements et une capacité d'adaptation permanente liée donc à l'acquisition de nouvelles compétences. La formation aux nouvelles compétences passe évidemment par une amélioration de l'interaction entre l'industrie et le système éducatif, évidemment, à travers des formations qui soient en adéquation par rapport aux besoins exprimés par les entreprises. Et parler des compétences de demain, c'est aussi finalement faire état de l'accélération des nouvelles technologies qui imposent une maîtrise de nouvelles compétences. Cela induit la possession non seulement de compétences techniques qui sont toujours incontournables, mais plus forcément dans les mêmes proportions que par le passé. Les entreprises recherchent de plus en plus ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des compétences socio-émotionnelles comme la polyvalence et la polycompétence, la capacité de travailler en mode collaboratif et en mode projet, la curiosité, qui est revenue dans le petit sondage, avec un esprit méthodique et rigoureux, le fait d'avoir un bon relationnel, la capacité à partager l'information, la capacité de gérer l'incertitude et les aléas, savoir gérer les choses à la demande, être finalement flexible, adaptable, agile, créatif, autonome et responsable. Il faut bien avoir en tête que les compétences techniques, elles, s'enrichissent régulièrement et qu'elles vont nécessiter des mises à jour régulières, de plus en plus par de l'auto-formation et notamment il y a des MOOC et de la formation continue tout au long de la vie. La situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés maintenant depuis presque un an
a montré l'importance de certaines de ces compétences, comme la capacité d'adaptation, l'autonomie, la gestion de l'incertitude. Et pour les étudiants qui sont présents ce matin et qui sont à l'écoute, eh bien, ce sont autant de compétences, sachez-le, que cette période vous fait acquérir, certes, malgré vous, mais qui seront très recherchées lorsque vous rentrerez dans la vie professionnelle. Donc, c'est aussi quelque part un apprentissage que vous faites malgré vous en ce moment, mais qui pourra vous être profitable après. Dans le même esprit, la situation actuelle qui nous conduit à travailler, certes, de chez nous en télétravail, mais avec les autres à distance, et cette capacité finalement de pouvoir être aussi efficace chez soi qu'au bureau sera aussi une compétence valorisable. Alors, nous avons également pu constater dans nos travaux sur le projet Osons l'industrie. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse sur le projet Osons l'industrie, parce que je vous ai présenté tout à l'heure l'Alliance Industrie du futur. Cette alliance a également piloté ce projet qui s'est inscrit dans le cadre d'un programme investissement avenir qui a démarré donc en 2016, qui s'est achevé en 2019, qui a eu une prolongation hors PIA courant de l'année 2020 et qui a rassemblé également plusieurs partenaires au sein d'un consortium comme l'UIMM, l'ENSAM, l'UNICEF et évidemment l'IMT. Voilà, je referme juste la parenthèse pour vous donner un petit peu plus de précision sur ce projet que je vous évoque. Donc, ce projet qui avait pour vocation à vraiment faire connaître l'industrie et ses métiers, où nous sommes allés interroger donc plusieurs chefs d'entreprise et professionnels. Nous avons effectivement constaté que la demande allait vers un assemblage et une combinaison de compétences, c'est-à-dire des compétences techniques, mais aussi des compétences comportementales. Et nous avons aussi constaté une demande des entreprises qui sont à la recherche de plus en plus de profils hybrides comme un ingénieur manager, un informaticien designer, etc. Avec l'idée également qu'en ouvrant les formations initiales à la pluridisciplinarité, eh bien, on pourra donner aux futurs diplômés une réelle ouverture d'esprit, c'est ce qui est vraiment recherché, et surtout favoriser le fait eh bien, qu'ils puissent avoir une vision beaucoup plus systémique de l'entreprise et de chacune de ses composantes. Alors, l'industrie, donc par ses nombreuses branches, on l'a vu, regorge d'opportunités professionnelles pour peu qu'on s'y intéresse. C'est pourquoi, dans cette dernière slide, je vous propose quelques ressources et quelques pistes pour en savoir un petit peu plus et peut-être découvrir le secteur ou le métier dans lequel vous pourriez vous projeter. Alors, vous avez, et ça va être ma petite minute d'auto-promo, un MOOC d'orientation porté donc par l'Institut Mines Télécom et que je pilote. C'est le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Alors, il est destiné à un large public comme des collégiens, des lycéens, des étudiants évidemment, mais aussi à des adultes en situation de reconversion professionnelle. Il a pour objectif de faire découvrir des secteurs, il y en a 6 précisément, et la diversité des métiers de l'industrie, il y a 18 métiers précisément, avec des vidéos de vulgarisation, des vidéos de professionnels, des vidéos d'experts de chacun de ces secteurs, des activités ludiques également et interactives pour comprendre ce qu'on fait concrètement dans l'industrie et surtout comment on le fait. On y découvre également l'ensemble des nouvelles technologies dans un souci de promouvoir les sciences et les technologies et également de familiariser les apprenants aux évolutions
qui transforme les métiers, avec une réflexion bien évidemment sur la place de l'humain dans l'industrie face à un environnement qui change très rapidement. Et enfin, on partage aussi le souci des industriels de produire de manière plus éco-responsable en témoignant de leurs nouvelles pratiques. Enfin, et grâce à la carte interactive des 92 vitrines industrie du futur dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il est possible, puisque nous donnons l'ensemble des coordonnées, de prendre contact directement avec ces entreprises et de pouvoir visiter ces usines du futur lors de journées portes ouvertes ou des visites programmées que vous pouvez fixer. En tout cas, pour le moment, vous comprenez que c'est un petit peu mis entre parenthèses, mais voilà, ce sera à nouveau possible hein, dès que nous aurons retrouvé nos bonnes vieilles interactions sociales. On l'espère en tout cas. Néanmoins, pratiquement, toutes ces entreprises ont des sites Internet qui sont bien faits et cela peut déjà vous permettre de vous faire une petite idée voilà, de cet environnement particulier. En complément de ce MOOC, vous pouvez aussi faire un tour sur le site Osons l'industrie du futur, dont les contenus ont servi à réaliser ce MOOC. Vous avez également le site de l'usine extraordinaire. C'était un premier événement en novembre 2018 qui a été impulsé par la fondation Usine Extraordinaire et qui avait pour objectif de retisser les liens entre la société et l'industrie. Il y a eu une deuxième édition à Marseille en novembre 2019. L'idée, là aussi, était de montrer au grand public ce qu'est une usine, alors grandeur nature, hein, pour le coup, avec toutes ses fonctions et ses métiers. Et là, vous pouvez aller sur le site. Dans la rubrique médiathèque, vous retrouverez toutes les vidéos de ces deux événements avec l'ensemble des conférences sur les 3-4 jours de présentation et des témoignages de professionnels sur leur parcours dans l'industrie. Voilà, on peut mentionner également le French Fab Tour, qui est une tournée à travers toute la France pour montrer et faire découvrir l'industrie aux jeunes, à leurs parents, aux demandeurs d'emploi, bref, là aussi un public très large, avec des job dating, des échanges aussi avec des industriels. La semaine de l'industrie, dont l'initiative a été portée par la DGE, la Direction générale des entreprises. Elle aussi a pour objectif de faire changer le regard sur l'industrie en permettant donc l'organisation de plusieurs événements à travers toute la France, comme des journées portes ouvertes sur de nombreux sites industriels. Donc là, on vous donne rendez-vous en mars prochain, si tout va bien, pour une nouvelle édition qui aura pour thème « Inventer un avenir durable ». Vous avez le site aussi Mon Industrie de l'ONICEP qui rassemble aussi toute une foule d'informations sur les métiers de l'industrie, les voies d'accès qui y conduisent. Et pour finir, vous pouvez aussi vous rendre sur les sites des organisations professionnelles des différents secteurs de l'industrie. Voilà, je vous donne encore juste quelques liens utiles si vous avez envie de véritablement rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ce que je vous ai présenté. Et avant de lancer la dernière petite question de sondage, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, on va lancer effectivement la dernière question. À l'issue de cette présentation, seriez-vous tenté par un parcours professionnel dans l'industrie? Je partage les Alors, résultats. suspense, ouais. Suspense à 75% oui, à Ah, 23% écoutez, peut-être et à 2% non. bon, Voilà. écoutez, alors en tout cas, voilà, c'est vraiment une réalité hein, que celle de ces opportunités professionnelles dans le secteur de l'industrie. Et c'est vraiment cela que j'avais envie de partager ce matin avec vous parce que c'est dommage en fait de voir toutes ces entreprises qui se battent au quotidien voilà, pour produire en France, pour parfois même en ce moment envisager de rapatrier des productions
en France, donc de vouloir et créer vraiment des activités et de créer de l'emploi en France et malheureusement ne pas trouver en face les effectifs suffisants pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc voilà, donc on est, on va dire, on a tous traversé, on traverse encore cette crise. Hein. Je vous parlais des constats qu'on a pu effectivement poser tous sur finalement le questionnement de comment on consomme, comment on a envie de consommer. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que voilà, on n'a plus envie d'aller acheter des produits à l'autre bout du monde. On préfère finalement que ces produits, eh bien, ils soient le plus proche possible de nos lieux d'habitation, de manière à savoir finalement comment ils sont faits, par qui ils sont faits, avec aussi des cahiers des charges. Hein. En France, on a quand même une batterie de normes assez large, assez sérieuse. Donc, on peut faire confiance justement à ces normes. Et je pense simplement aussi que, voilà, quand on a envie de se dire que demain, on doit produire de manière plus éco-responsable, eh bien déjà, quand on produit en France, eh bien, on n'a pas à faire venir des produits de l'autre bout du monde qui ont traversé des continents pour arriver jusqu'à chez nous. Eh bien, voilà. Et puis, c'est de l'emploi en France. Et l'emploi en France, finalement, c'est vous, moi, nos familles respectives hein, qui ont du travail et qui voilà, génèrent finalement du profit pour notre pays. Alors, c'est pas une vision centrée, nombriliste hein, que sur la France, parce que quand je parle de la France, c'est aussi avec une dimension européenne, parce que on n'est pas tout seul. Et je pense que voilà, la France, quand je dis la France, c'est aussi une vision européenne, parce que je vous parlais finalement à un moment de notre positionnement hein, entre les États-Unis et la Chine. C'est aussi finalement se dire que nos ingénieurs et nos chercheurs, eh bien, il faut qu'ils restent en France et en Europe pour promouvoir finalement nos technologies, parce qu'on a des gens voilà, intelligents, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont envie effectivement de porter à un haut degré tous nos progrès technologiques. Il leur manque effectivement parfois des moyens, mais je pense qu'on en prend conscience. Hein, et je pense que les informations que nous avons eues récemment sur l'abandon des vaccins par Pasteur et le retard de production de Sanofi nous montrent ô combien nous devons effectivement privilégier, mettre le paquet, les moyens pour effectivement donner des ressources, peut-être de manière plus importante, en valorisant peut-être aussi de manière plus conséquente nos ingénieurs et nos chercheurs pour qu'il y ait ce recentrage dans nos secteurs de l'industrie qui, ne l'oublions pas, hein, portent encore aujourd'hui, même dans ce contexte de crise sanitaire, eh bien, notre croissance. Hein, les derniers chiffres de l'INSEE du mois de janvier montrent que c'est encore l'industrie finalement qui s'en sort le mieux par rapport à tous les autres secteurs qui existent dans l'économie. Donc, voilà, donc malgré effectivement la crise et grâce aussi, je pense, aux mesures qui ont été appliquées par le gouvernement pour soutenir pendant cette période cruciale, effectivement, de crise, le plus possible l'ensemble de nos entreprises pour qu'on puisse négocier au mieux ce virage et entrevoir ensuite un redémarrage peut-être sur les chapeaux de roue, mais voilà, sans avoir été pénalisé trop fortement par cette période. Donc, engagez-vous dans l'industrie, soyez curieux et curieuse, hein, je le redis, je repasse aussi à nouveau le message pour vous, mesdemoiselles. Voilà, l'industrie, voilà, elle a un nouveau visage. Il y a plein d'initiatives qui sont créées même avant de rentrer dans l'industrie. Hein. Les écoles d'ingénieurs vous attendent. Hein. Vous n'êtes qu'un tiers pour le moment. Vous êtes 26, entre 26 et 28% d'entre vous à rejoindre des écoles d'ingénieurs. C'est trop peu. Franchement, c'est trop peu. Les carrières sont passionnantes. Franchement, les études également. Vous êtes très forte en sciences.
jusqu'au bac, toutes les études le montrent, et vous disparaissez après des radars, hein. En tout cas, vous n'arrivez pas jusqu'à nos écoles et c'est bien dommage. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à aussi, sur internet, vous trouvez de nombreuses initiatives. Vous avez l'association Elle Bouge qui est destinée à faire la promotion des femmes ingénieurs aussi. Vous avez la CDFI qui a récemment mis en place un dispositif Cap Ingénieuse qui vise là aussi à promouvoir finalement toutes les actions, tous les projets qui peuvent être mis en place dès l'élémentaire, hein, pour promouvoir à destination des jeunes et des filles, voilà, les carrières scientifiques, les carrières technologiques. Donc voilà, il faut de la curiosité, mais je peux vous garantir qu'une fois que vous poussez la porte de l'industrie, d'une entreprise qui est engagée dans l'industrie, eh bien, voilà, vous ne pouvez que être finalement passionné par les perspectives qu'offrent vos métiers, parce que chaque entreprise, dans n'importe quel secteur, elle vous propose une palette de métiers vraiment très importants. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un des indicateurs que nous avions dans notre baromètre de l'évolution des métiers de l'industrie, qui va sortir prochainement, où une des causes du problème de recrutement des entreprises, c'était le manque de candidats. Donc là, allez-y, on vous attend. Mais c'est aussi la méconnaissance de l'ensemble des métiers qui sont proposés par les entreprises. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous rendre finalement sur les sites des entreprises qui peuvent vous intéresser, parce que là, vous découvrirez une batterie d'emplois auxquels vous ne pensez même pas et qui sont peut-être dans le spectre, hein, de vos centres d'intérêt. Donc, vraiment, je vous invite à vraiment faire preuve de curiosité. C'est le maître mot ce matin que j'aimerais vous donner, vous lancer. Soyez curieux, hein, et regardez finalement les perspectives parce qu'elles existent, hein. C'est pas quelque chose d'hypothétique. Les entreprises vous attendent, donc allez-y. Ok, Voilà. merci beaucoup pour ce message très très clair et effectivement porteur de plein de portes ouvertes. J'ai pas mal de questions qui sont arrivées, donc on va passer à la session de questions-réponses. J'ai quelques inquiétudes sur l'emploi avec, notamment, la notion de alors, je vais vous poser des questions telles que: il y a un peu de Oui, robotisation et un peu de niveau d'études. Donc, avec oui. l'industrie du futur, les métiers vont exiger un niveau intellectuel, un niveau d'études très élevé. Ça va diminuer le besoin pour l'humain avec un filtrage des profils à recruter. Quel est le futur de ces personnes qui ne pourront pas atteindre ce niveau? Alors, c'est justement une des grandes problématiques de l'industrie, que nous avons d'ailleurs bien mis en avant dans le MOOC, Ose les métiers de l'industrie du futur, parce que ce MOOC montre effectivement des métiers de l'opérateur à l'ingénieur, parce que la problématique, effectivement, c'est que avec l'introduction et l'intégration de ces nouvelles technologies, évidemment que les niveaux de compétences augmentent, mais il faut savoir également que si des métiers disparaissent, parce qu'ils sont très peu qualifiés et qu'ils sont remplacés par des robots ou des automatismes, c'est aussi leur remplacement répond aussi au fait qu'ils ne représentent plus forcément une valeur ajoutée pour l'entreprise et pour l'humain qui l'occupait. D'où l'intérêt finalement à le remplacer. Mais par ailleurs, on ne se contente pas de supprimer ce type d'emploi qui peut être effectivement substitué par un robot ou un automatisme, parce qu'en parallèle, eh bien, il y a toute une politique de formation, je l'ai un peu esquissé effectivement dans la présentation, c'est-à-dire que l'industrie du futur, hein, c'est aussi le volet humain, le volet de monter en compétences. Quand je vous parlais de l'auto-formation, de la formation continue et d'une meilleure adéquation en formation initiale des besoins par rapport à ce qui est exprimé par le terrain, donc par les entreprises, c'est aussi un critère qui est de plus en plus pris en charge par les différents opérateurs de formation, mais également par
les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait le constat que des métiers évoluent, eh bien, de la même manière, finalement, on fait évoluer l'humain. C'est-à-dire que dans les métiers d'opérateurs, par exemple, que nous présentons dans le projet Ozon ou dans le MOOC, eh bien, vous voyez qu'il y a un glissement, finalement, des compétences du technicien vers l'opérateur, c'est-à-dire qu'on fait monter l'opérateur en compétences, donc c'est aussi plus valorisant pour cet opérateur-là, et de la même manière, il y a un glissement des compétences de l'ingénieur vers le technicien. Donc, on voit finalement qu'on rentre dans une évolution finalement des profils. Et on le sait, c'est une donnée complètement factuelle, hein, qui a été mise d'ailleurs en lumière par l'OCDE en 2018 de mémoire, dans une de ses études qui faisait remarquer qu'en 1969, eh bien, une compétence technique, hein, donc un savoir-faire, avait une durée de 22 ans à peu près. Cette même compétence, ramenée en 2018, elle n'avait une durée de vie finalement que de 2 ans et demi. Donc on voit bien qu'on est dans un phénomène d'accélération, mais de la même manière, vous voyez bien aussi que le monde de la formation, que ce soit de la formation initiale ou continue, est en pleine mutation aussi pour se mettre finalement en ordre de marche et de pouvoir absorber finalement des volumes de plus en plus importants de personnes à former en continu. Et c'est de là même qu'on peut se dire qu'actuellement, on va rentrer, en tout cas, on commence à rentrer dans une porosité finalement très importante entre la formation initiale et la formation continue, dans le sens où, quelque part, à partir du moment où nous sommes embarqués dans la formation initiale, eh bien, quelque part, notre diplôme ou nos diplômes ne marqueront plus, comme ça pouvait peut-être être le cas à une certaine époque, la fin de la recherche, de la mise à niveau de nos compétences ou de notre formation, puisqu'on sera toujours euh, en mode formation constant, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est vrai que cette problématique de la robotisation a pu inquiéter, qu'elle peut parfois encore inquiéter, mais je pense que c'est un point de vigilance que tous les chefs d'entreprise ont. Et comme je vous le disais également dans la présentation, notamment avec l'illustration des vitrines industrie du futur, ce qu'on remarque, hein, dans chaque projet de transformation des entreprises, c'est qu'en général, le chef d'entreprise qui a décidé de, voilà, de changer un petit peu sa manière de produire, d'intégrer effectivement soit des logiciels, soit des nouvelles machines, robots ou automatismes, eh bien, il ne le fait pas en se disant, voilà, j'intègre un robot ou deux robots, du coup, je vais gagner, hein, parce que je vais supprimer 3-4 emplois, ça va me faire une économie et en même temps, je vais produire plus à plus forte cadence. Non, en général, dans l'ensemble des projets qui sont labellisés Industrie du futur, vous voyez qu'en général, le chef d'entreprise, il est soucieux, hein, quand même de ses effectifs et qu'en général, avant de programmer l'achat voilà, de ces logiciels ou de ces machines, eh bien, il y a une concertation. C'est-à-dire qu'on embarque, on associe l'ensemble des collaborateurs pour leur dire, voilà, si on passe à ce modèle-là, demain, comment vous le sentez? Est-ce que vous avez effectivement voilà, des obstacles à soulever? Est-ce que vous avez des peurs également? Comment on les lève ensemble? Comment on rassure tout le monde? Et comment aussi on met en marche une autre organisation et surtout des formations pour pouvoir pallier à cette montée en compétences qui va être générée finalement par l'intégration de ces nouvelles technologies. Donc, l'aspect humain, quelque part, il est par essence lié à cette démarche industrie du futur. L'industrie du futur, ce n'est pas que l'injection, hein, de ces nouvelles technologies vides d'âme et de sens. Non, l'industrie du futur, c'est un tout, hein, et l'humain, ça reste encore finalement
parce que les technologies, elles sont d'abord inventées par l'humain, hein. Donc, quelque part, l'humain, c'est lui qui crée, c'est lui qui innove, hein. Donc, c'est lui qui porte finalement cette capacité à aller vers le progrès. Et le progrès, voilà, c'est chaque humain, quelque part, qui le définit. Et quelque part, actuellement, on voit apparaître aussi un consensus vers quelle image de ce progrès on veut, hein. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas se faire peur, hein, non plus inutilement en, voilà, pensant que tout ce qui est robot va forcément avoir qu'un impact négatif, parce que c'est pas vrai, hein. Ce que je vous disais, les études montrent actuellement quand même autre chose. Justement, pour rebondir sur les études, vous parliez formation, formation continue et école. J'ai eu, plusieurs questions sur, on parle beaucoup d'ingénieurs, mais est-ce qu'on s'adresse aussi aux scientifiques aujourd'hui et au bac plus? Ou est-ce que on parle vraiment uniquement des ingénieurs dans le cadre de Non, votre non, présentation? non, là dans la présentation, comme, effectivement, a priori, on avait quand même un panel, d'étudiants, dans les carrières de l'ingénieur plus important. Je l'ai orienté effectivement, vers les ingénieurs, mais, sachez qu'effectivement, l'industrie, elle est ouverte à tous les niveaux de qualification, hein. Je l'ai dit dans la présentation. Bien évidemment que, les ingénieurs sont moteurs dans les innovations, mais, pas que. Hein, l'industrie, elle a besoin de nouveaux opérateurs, elle a besoin de techniciens. Donc, tous les niveaux sont fortement sollicités, hein, et il y a plein de parcours qui conduisent finalement à ces carrières, quel que soit le niveau d'études, hein. Parce qu'il faut savoir que même pour être un opérateur dans l'industrie, même pour être un technicien dans l'industrie, eh bien, vous avez des super formations avec un apport de connaissances en sciences et en technologie qui est vraiment considérable, appréciable et surtout recherché par les entreprises. Donc, il y en a pour tous les niveaux d'études. OK, merci beaucoup. On va faire vite parce qu'on a déjà dépassé le délai imparti, mais je vais quand même prendre encore 2 petites questions. Alors j'avais une question, assez précise sur un secteur qui est: les machines et les capteurs utilisés dans les usines sont de plus en plus connectés entre elles et vers des serveurs de données via les réseaux internet. Comment sont pris en compte la sécurisation de ces connexions et les échanges d'informations? Donc vous avez effectivement parlé des domaines des secteurs SI et sécurité, mais j'imagine que voilà, c'est des secteurs qui prennent de l'ampleur. Alors complètement, et vous avez à ça effectivement toute la problématique finalement de l'hébergement, hein, de ces données, avec eh bien, bah, le questionnement finalement que chaque entreprise a de plus en plus. Est-ce que l'ensemble des données qui sont collectées par chaque entreprise, elles sont hébergées dans des clouds qui eux-mêmes sont en Chine ou ailleurs, ou est-ce que effectivement on privilégie plutôt un cloud français? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse avec le projet qui est porté entre autres par l'IMT aussi, hein, qui est via une de nos plateformes TerraLab, qui est le projet Gaiactica et qui vise, avec d'autres partenaires évidemment, qui vise à bah, construire finalement un cloud européen, donc à avoir voilà, un hébergement des données sur lesquelles on a une plus grande maîtrise, parce qu'on sait que les données, c'est sensible et qu'on en produit eh bien, malgré nous, hein, tous les jours, de grandes quantités. Donc, c'est vrai que c'est très sensible. Et vous avez vu qu'effectivement, le domaine de la cybersécurité et de la sécurité en général étaient des domaines très recherchés. Et on voit chaque année ce secteur finalement prendre de l'importance parce que voilà, les usages font qu'on produit et on a besoin toujours de générer plus de données, forcément à un moment, et on l'a vu d'ailleurs hein, pendant cette crise aussi, que pas mal d'entreprises comme pas mal d'institutions publiques aussi ont été hackées. Donc on voit qu'il y a une pression quand même sur ces données-là. Donc oui, ce sont effectivement des domaines
qui sont aussi et qui vont être, de plus en plus recherchés, dans ces prochaines années. OK, merci beaucoup. Et du coup, dernière question, et je vous laisserai le mot de la fin là-dessus. Comment identifier les bassins d'emploi qui recrutent dans l'industrie? Alors, vous en avez beaucoup parlé, mais voilà, je vous repose la question du coup. Alors, il y a, à l'initiative de Pôle emploi sur leur site, chaque année, ils font, une espèce d'enquête auprès de 1,5 million d'entreprises. C'est leur enquête BMO, besoin en main-d'œuvre, et vous avez donc des cartographies, finalement, de bassins d'emploi qui permet de remonter finalement, les bassins d'emploi, qui sont, en tension, d'autres où il y a vraiment, des secteurs et des métiers en tension, donc là où il y a une demande d'emploi, avec aussi finalement une identification des types de métiers, et les secteurs qui sont le plus demandés. Après, vous avez aussi, des sites internet, hein, comme, Region Jobs où, voilà, si vous égrenez par secteur un petit peu les offres d'emploi, vous avez, aussi une bonne photographie quelque part, des territoires où, voilà, on recrute énormément, hein, pour peu qu'on soit mobile, et ben, ça peut être intéressant de se dire, eh bien, voilà, ou bien si vous faites, des études dans tel ou tel secteur, eh bien, vous savez d'ores et déjà que vous êtes sur un bassin d'emploi dynamique, qui a une politique, on va dire, à l'encontre en tout cas vis-à-vis plutôt de l'industrie très active, et où vous aurez aucune difficulté à trouver directement après, votre diplôme, un emploi. Voilà, et il y a, voilà, en tout cas cette enquête, hein, opérée par Pôle emploi, vous permet d'avoir vraiment une cartographie quand même assez précise de la situation pratiquement en temps réel. OK, bah super, merci beaucoup. Merci Martine pour votre intervention et de nous avoir transmis votre enthousiasme autour de tous ces métiers et de l'industrie. Alors voilà, il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de vous. Donc allez-y, allez-y tous avec passion et envie. Merci d'avoir, pris le temps de répondre à nos questions. Je Je vous vous en prie. souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve cet après-midi pour parler de veille scientifique, dans le cadre de la semaine thématique et merci à tous d'avoir participé et bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, au revoir.